après mon travail de thèse, écrit un autre livre qui s'appelle La racisation des relations intergroupes, parce que je suis, si vous voulez, versée, préoccupée par les problèmes de domination. Et cette domination, elle est d'abord raciale, parce que je viens d'une société où on n'a jamais vécu autre chose. Nous n'avons jamais vécu que de la domination d'un groupe sur un ou deux autres ou trois autres groupes. Donc c'est un modèle de société qui s'est développé et qui est hyper racisé, mais sur lequel personne n'a vraiment osé poser un regard critique, parce que parler de race dans une société qui est complètement dominée par la race dominante, c'était justement porter atteinte à la paix sociale, et on a tout fait pour étouffer, surtout avec la politique assimilationniste de la France, pour étouffer cette problématique et pour essayer de nous verser dans une forme d'universalisme qui nous disait, eh bien, nous sommes tous frères, avec les prêtres et les curés à la clé, nous sommes frères, il n'y a pas de problème, on descend tous du même père et on a tous les mêmes intérêts, puisque vous voyez, hein, notre petite société, elle vit en fait. Lorsque je suis arrivée avec la racisation sur le marché de la critique à la Martinique, bien sûr, j'ai posé beaucoup de problèmes à ma société, parce que c'est le premier livre qui parle des relations raciales, et c'est le premier livre qui pose un regard critique sur, j'allais dire, la forme de domination qu'un groupe humain, donc le groupe des Caucasoïdes, a exercé sur un autre groupe humain ou sur d'autres groupes humains, qui sont les mélanodermes, donc les leucodermes sur les mélanodermes, et cela avait du sens de poser la problématique de cette manière-là, parce que c'est bien, parce que cela va dans ce sens, la domination va dans le sens de peau claire à peau foncée, ou sur peau foncée, que nous avons les problèmes que nous avons aujourd'hui. Alors, sur la question de décrypter comment tout cela se mettait ensemble pour donner les comportements absolument pathologique que nous avons développé, eh bien, autant vous dire que c'était quelque chose d'assez broussailleux et dans lequel il fallait essayer de voir, ou dans lequel il fallait essayer de trouver, voilà, petit sentier, un petit chemin qui amènerait à un fil conducteur et qui permettrait qu'on comprenne, qu'on y voit un petit peu clair. Parce que tout le travail, bien sûr, du groupe dominant et de la société dominante consiste à brouiller les pistes et à empêcher que nous ne comprenions véritablement ce qui nous arrive. Donc lorsque j'ai écrit la racisation, j'étais dans des problématiques tout à fait identitaires, parce que je comprenais que, et je refusais qu'on nous dise que le peuple noir était né avec des complexes et qu'il développait des pathologies ou qu'il prononçait des discours sur soi qui étaient complètement destructeurs et qu'il avait choisi assez librement de faire ce genre d'opérer sur soi ce genre j'allais presque dire, comment on va appeler ça, de génocide, oui, dans une forme de génocide contre soi. Donc il fallait comprendre et il fallait distinguer donc ce que nous avions intériorisé qui était de l'ordre de l'aliénation, qui était un discours sur nous-mêmes produit par l'autre. C'est exactement la même chose que nous faisons lorsque nous définissons notre manière d'aborder désormais notre identité en termes lorsque nous disons que nous utilisons des produits ethniques, ou lorsque nous sommes dans les rayons ethniques, ou lorsque nous sommes voilà, lorsque nous sommes toujours en dehors de nous, et lorsque nous sommes toujours dans la définition de nous-mêmes par les autres. Et que de ce fait-là, il y a des inconvénients, mais il y a beaucoup d'avantages. Les peaux noires sont les peaux qui vieillissent le moins. Si bien que les blancs prélèvent aujourd'hui de la collagène sur les noirs pour faire des crèmes, pour en donner un petit peu aux blancs. D'accord? Donc ça, c'est une réalité. L'autre chose, c'est qu'il y a cette nature de ce type de cheveux crépus, et en général, les personnes qui se défrisent et qui voient leurs cheveux s'envoler comme neige au soleil, on fait fondre sur leur crâne, ben, ce sont des personnes qui ont une texture de cheveux très, très, très fine et qui ne supportent pas la violence du cheveu. Et ce que cela vous révèle, c'est la violence des produits qu'on vous met sur la tête. Quand vous avez un cheveu qui est dur, qui est bien solide, bien planté, eh bien,
ils résistent à l'assaut des saloperies qu'on vous donne à mettre pour les défriser, mais quand ils sont fragiles et fins, parce qu'il y a 5 textures, c'est pas par hasard qu'on les a définis, il y en a qui sont très très fins et qui ne résistent à aucun traitement de choc. Eh bien, ce que révèle la teneur du défrisage, des produits, c'est que justement, eh bien, cette teneur-là est très violente. Par ça, la constitution même du produit. Donc voilà, il y a des choses qu'il vous faut savoir. Il y a des choses qu'il faut que, en tant que peuple, que vous connaissiez sur vous-même, sur votre peau. Et il n'y a pas à regarder sa couleur, il faut lui foutre la paix. La mélanine, c'est jusqu'à aujourd'hui ce qui a sauvé l'humanité. Parce que l'Afrique, le monde est né en Afrique, le monde est né sur un continent où les ultraviolets étaient forts. Ben, Cheikh Anta vous l'explique 100 fois, de toutes les manières, où il fallait absolument que la peau fût noire pour que l'espèce humaine ait une chance de vivre et de survivre. Ceux qui ont laissé le continent pour aller faire leurs affaires, eh bien, ils sont devenus blancs, mais ils se sont adaptés à d'autres choses. La peau s'est affinée, si bien qu'elle parchemine très vite. À 30 ans, 40 ans, elle est parcheminée. La nature, les sociétés africaines, si vous prenez le temps de bien connaître votre histoire, vous allez voir que tout ce que l'Afrique a inventé, a fait, j'observe parce que je connais bien l'Afrique, tout ce que les Africains ont fait depuis le début, c'est maintenant que les Blancs les découvrent. Au niveau des soins apportés, au niveau de la communauté, de la vie en collectivité. Si vous lisez le livre de Fodé Diawawa qui s'appelle Traité de l'homme primitif, vous allez le comprendre. Il vous dit que depuis le début, pendant des millénaires, les Africains se sont occupés de socialiser leurs membres pour qu'ils ne soient pas, justement, dans des visions égoïstes et individualistes. Et c'est ça qui a tenu l'Afrique contre la destruction de la colonisation. Et c'est ça qui a tenu les sociétés antillaises contre la destruction et la violence de l'esclavage et de la colonisation. Ça veut dire que ce qui fait qu'il existe des civilisations antillaises aujourd'hui, c'est justement cette extrême socialisation de l'Africain qui lui a donné des conduites à tenir, de l'attention pour son groupe, une manière de traiter la nature, une manière aussi de ne pas être aussi destructeur que son destructeur, qui a fait que les Blancs ont d'ailleurs eu une chance de survivre dans ces régions. Parce que vous auriez eu 2 groupes de la même violence dans les colonies, vous n'auriez pas eu aujourd'hui des espèces de survivants comme moi, parce qu'on se serait détruit. Donc, c'est exactement cela qu'il vous faut savoir pour comprendre exactement le type de problématique qui vous touche et pour que vous ne soyez pas dans à courir après des espèces de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mirages qui ne vous donnent aucune perspective en tant que groupe. L'objectif que nous devons avoir aujourd'hui, c'est celui de structurer le groupe. C'est celui de reprendre la main sur le groupe. Parce que nous sommes le seul groupe qui ne s'appartient pas. Nous sommes le seul groupe qui subit les modèles des autres de la manière aussi absolue qu'on l'a subi et dont les canons qui le régissent ou qui le régissent sont des canons définis en dehors de lui-même. Les canons de beauté, les canaux de réussite sociale. Il faut, quand on a de l'importance, avoir une femme blanche, même au pouvoir dans les sociétés africaines. Il ne faut plus s'afficher à 2 nègres ensemble parce que ça ne passe pas, ça ne la fait pas, ça n'a pas de valeur. On a tout ça, mais bien sûr, tous les canaux sont définis en dehors de nous et nous y allons jusqu'au jour où on peut prendre le temps de dire mais qui ça qui est arrivé là? À l'origine de l'humanité, nos ancêtres nous ont fait survivre, etc. Et ils nous ont fait survivre juste pour être les esclaves des autres, pour être les cobayes des autres, pour qu'on expérimente sur nous des médicaments, des poisons, des vaccins, pour qu'on soit dans les hôtels, dans les restaurants, le personnel de service payé 2 francs 3 sous. Voilà. Pour qu'on soit plafonné quand on est un intellectuel et que le cerveau n'explose pas tout à fait parce qu'on nous aime beaucoup et qu'il ne faut pas trop penser quand on est un nègre. C'est ça? Donc, autre chose.
choses. Il y avait le conte notamment, qui est une manière extrêmement pédagogique d'éduquer les enfants et de leur faire acquérir des valeurs, puisque tous les contes africains que nous avons perdus, parce qu'on les a adaptés à la moralité coloniale, et donc ça fait des compères lapins, des débrouillards, etc. Mais quand vous écoutez encore aujourd'hui les contes africains, il y a une morale, et même j'ai vu des amis congolais ou d'autres régions raconter des contes dans toutes les sortes de contextes, et les enfants, quelle que soit leur couleur, leur origine, leur race, sont complètement, comment on dit ça, émerveillés, parce que ce sont des contes qui ont une valeur universelle à travers les animaux notamment, et qui retracent ou qui imprègnent les enfants de traits moraux, de valeurs morales. Et c'était sur cette base-là qu'on faisait l'éducation de l'enfant. Au moment de la coiffure, eh bien, on se passait aussi les généalogies. On disait ton grand-père, ta grand-mère, ton père, ton frère, etc., ton frère, ton oncle. Pendant ce temps, si on mettait 3-4 heures à coiffer, eh bien, ce n'était pas 3-4 heures perdues, comme les gens nous le disent aujourd'hui. C'est 3-4 heures perdues dans la civilisation capitaliste occidentale. Parce qu'on est dans une société productiviste. Et l'Africain, quand il arrive aux Amériques, eh bien, l'Africain, il n'est plus maître de son temps, et son temps était culturel. C'est-à-dire qu'il faisait un tas de choses dans le temps ou pendant le temps qu'il consacrait à sa coiffure. Deuxièmement, dans ce temps qu'il consacrait à sa coiffure, il y avait un contact entre les gens de la communauté. Et quand il y avait des conflits, on ressoudait le lien sans arrêt, sans arrêt. Or voilà que le colon veut de l'Africain comme d'un outil, qu'il va l'asseoir dans des statues qui sont des codes noirs, des ceci, cela, comme un meuble, comme un outil, et qu'il le fait carburer exactement comme il utilise aujourd'hui son tracto machin, tracto pelle, son ceci, son cela. Et le Nord, c'était ça, c'était un genre de tracto pelle avant l'heure. Eh bien, c'était un outil. Et son temps n'était pas... Il n'était pas maître de son temps, il n'était plus maître de son temps. Et quand il a demandé au maître du temps pour faire, à consacrer à son esthétique, parce que dans sa civilisation, il prenait ce temps-là, eh bien le maître n'a jamais rien compris. D'abord, des nègres, c'est noir parce que c'est sale. De quoi il me parle? Pourquoi il veut du temps pour une hygiène? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Il est déjà bien comme ça. Deuxièmement, la coiffure. Les Blancs n'ont jamais eu de contact avec les Noirs et ils n'ont jamais compris l'hygiène des Noirs. C'est pour ça qu'ils en ont fait des malpropres et des ceci, cela. Donc vous avez énormément de préjugés qui sont nés de l'ignorance des Blancs vis-à-vis des Noirs. Et cette ignorance-là, on ne l'a pas analysée, on ne l'a pas passée en revue. Et on n'a même pas pensé à dire aux Blancs, mais qui s'en racontait là? Finalement, c'est un couillonnade. Au moment où on vous a enlevé votre temps qui est culturel, votre vision de l'hygiène corporelle, votre manière de traiter vos cheveux, votre manière de concevoir votre relation avec votre femme, parce que le mec passe sur le ventre de votre femme devant vous sans se gêner, il ne s'emmerde pas. Sa femme, votre femme est sa propriété, il vous l'enlève, il lui fait un petit métis devant vous, et vous avalez ça gros comme ça, vous étouffez, mais vous ne pouvez rien, parce qu'il vous domine par sa violence, et c'est canon, c'est tout. Si vous aviez les mêmes canons. N'oubliez pas le livre de Sven Lindqvist. Comment ça s'appelle Exterminer toutes ces brutes. Lisez ce livre-là. Il vous explique comment, quand les Blancs arrivent en Afrique, d'abord sur les côtes, les Africains sont au même niveau de développement que les Blancs. Quand le Blanc tue un Noir, le Noir tue un Blanc. Leurs armes sont à égalité. Lorsque les Blancs se retirent pour revenir, ils reviennent avec des canons, il reste deux sur la mer, et ils exterminent, parce qu'ils se sont jurés que plus jamais de Blancs ne tomberont sur les balles de Noirs. Ils restent sur les océans, sur les mers, et ils tirent à boulets de canon, et ils détruisent des villages entiers. Lisez Sven Lindqvist. Vous verrez, exterminer toutes ces brutes. Vous verrez comment il vous explique comment les Blancs ont pris possession de l'Afrique et comment, par les canons, uniquement par les canons.